Monsieur Florent Babillotte, donc il s'agit du témoignage d'un, comme il le dit lui-même, soigné devenu soignant dans l'établissement où il fut interné. Je cite. Alors, il se pose la question de savoir si le rétablissement est possible, mais je pense que là, je vois un point d'exclamation, donc ce n'est pas un point d'interrogation. J'ai l'impression que vous pensez que le rétablissement est possible. Vous allez nous en dire plus et on va écouter attentivement votre expérience et ce que vous décrivez donc comme ce passage de soigné à soignant, qui plus est dans la structure dans laquelle vous avez été, j'insiste, interné, comme vous dites. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi c'est vrai que le rétablissement, c'est quelque chose auquel je crois très, très fermement. C'est aussi dû à mon parcours. Euh, Clairement, quand j'ai commencé à être malade, au tout début, en tout cas, les équipes soignantes, on va vite me faire comprendre que travailler, c'est compliqué, voire quasi impossible. En tout cas, à l'époque, c'est ce qui va m'être dit. Mais moi, avec ma mentalité, je vais me dire, non, je ne vais pas accepter cette situation-là, en fait. Et je vais quand même avoir envie d'essayer. Alors après, je ne savais pas si j'allais y arriver. Je ne savais pas du tout si j'allais réussir à devenir aide-soignant. Et j'avais aucune certitude, mais je voulais essayer. Je voulais pas me dire à 95 ans, t'aurais dû essayer, quoi. Et j'ai aussi un parcours qui est très particulier parce que à la base, en fait, moi, je voulais être basketteur professionnel et pas être soignant. Donc c'est vraiment ce que je voulais être à la base. Je me suis vraiment donné les moyens. J'ai eu des graves blessures, notamment ce genou-là, donc 2 fois les ligaments en 8 mois. Donc je commençais juste quand j'avais 14 ans. Donc je commençais juste à aller un petit peu mieux. Et en fait, j'ai voulu sécher les cours. Faut pas sécher les cours. Je me suis pris une plaque de verglas et rebelote. Et donc là, du coup, là, clairement, on m'a dit, le basket à haut niveau, pour toi, c'est fini. Même le basket tout court, ça va être compliqué. Et donc, du coup, ça va me servir de leçon parce que je vais pas écouter, en fait, ce qui va m'être dit. Je vais me dire, dans un premier temps, je vais faire une grave dépression. Ça, c'est clair, pendant 2 ans, quand vous annoncez à un gamin de 13-14 ans, dont le rêve est d'être basketteur professionnel, vous lui annoncez ça, forcément, on tombe en dépression, je vais plus dormir, je vais faire beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et c'est là que les premières crises de bouffées délirantes vont arriver. Donc, c'est probablement pas anodin non plus. Et c'est vrai que le sport, ça va beaucoup me servir parce que je vais aller voir plusieurs kinésithérapeutes. Donc, dans un premier temps, certains vont suivre l'avis du chirurgien en me disant écoutez, monsieur Babillotte, vous êtes bien gentil, mais c'est pas possible. Vous allez pouvoir remarcher. Peut-être vous allez sûrement pouvoir recourir aussi. Mais pour faire du basket à haut niveau, faut pas y compter, quoi. Et moi, je vais quand même m'accrocher. Je vais aller voir d'autres kinés jusqu'à ce que je tombe sur un kiné qui va me dire vous voulez recourir, vous voulez refaire du basket, d'accord, mais il va falloir vous accrocher. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Si vous êtes prêt à faire ces efforts-là, peut-être que vous pouvez y arriver. Et moi, je vais m'accrocher à ça. Alors, quelques années après, je vais réussir à refaire du basket avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts, beaucoup de rééducation. J'en étais à un point où, par exemple, pour moi, monter un escalier quand j'avais 15 ans, c'était très compliqué. J'avais des douleurs atroces au niveau du genou, ça me brûlait constamment. Maintenant, je peux monter les escaliers, je peux courir, il y a plein de choses que je peux faire que je ne pouvais pas faire à cette époque-là en tout cas, ou que je pouvais faire très difficilement plutôt. Et ça va me donner, en fait, le fait de réussir à refaire du basket alors que c'était quelque chose qui était censé être quasi impossible pour moi, ça va me donner du courage. Et pour vaincre la schizophrénie, vous savez sûrement, en tout cas au moins pour se stabiliser, il faut beaucoup de courage. Qu'on soit à famille ou qu'on soit à personne soignée, il faut beaucoup de courage. Donc c'est vraiment quelque chose qui va m'aider parce que le sport, ça permet de se transcender. Or, par rapport à cette maladie-là, il faut être capable de se transcender. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne se transcende pas, eh bien, on va rester dans cet état-là et ça va être très compliqué. Moi, il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir cette étape-là de le sport, donc va beaucoup me servir, mais aussi il va y avoir la perception de la maladie. Parce que moi, quand le diagnostic va m'être posé, je vais arriver donc dans l'hôpital psychiatrique. Et là, la psychiatre va me dire, écoutez, voilà, vous souffrez de schizophrénie, monsieur Babillotte, et son téléphone va sonner. Donc il va y avoir une urgence, elle va devoir partir précipitamment, et moi je vais rester comme ça, avec ce diagnostic qui te tombe sur la tête, tu sais pas ce qui se passe. La schizophrénie, j'en avais entendu parler, mais dans les séries télévisées ou dans les faits divers, moi je me voyais pas du tout comme ça. Et donc du coup, tu restes complètement prostré, tu as l'impression que ta vie, elle s'arrête. Et moi, la psychiatre, malheureusement, elle avait, je pense aussi, ces problématiques à elle et beaucoup
de personnes à gérer aussi, hein, faut être conscient de ça. Et donc du coup, je vais pas la voir pendant le reste de l'hospitalisation. Et donc moi, quand je vais sortir de l'hôpital psychiatrique, bah, je vais être avec ça. Tu es atteint de schizophrénie et je vais pas savoir en fait ce que c'est. À l'époque, il faut vous remettre 15 ans en arrière, il n'y a pas encore Internet et l'accessibilité pour le mot schizophrénie, en tout cas pour les définitions, il faut aller les chercher. Et moi, ça me fait peur. Ça va me faire très peur, donc je ne vais pas oser aller chercher, faire des recherches sur la schizophrénie. Et puis en même temps, je vais avoir cette phase dont on a parlé tout à l'heure, la phase de déni, qui va pas durer très longtemps, heureusement, mais qui va quand même être prégnante et qui va quand même être là. Parce que dans un premier temps, il va y avoir cette honte. C'est pas possible que ça t'arrive à toi. Et vous en avez parlé très justement tout à l'heure, cette rage un peu intérieure. On est en colère contre soi-même quelque part. Parce que ça peut pas nous arriver à nous. C'est pas possible en fait. Ça arrive aux autres, mais pas à nous. C'est ce qu'on peut se dire. C'est ce que je vais me dire aussi. Et donc moi, il va y avoir cette honte. Donc quand je vais être hospitalisé en fait, à part ma famille, je veux dire mes amis, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Vraiment, on a communiqué en vase clos en fait. Hein, et moi, j'ai honte. Je sors plus de chez moi. Je veux plus rien faire. Je dors 20 heures par jour. J'avais des traitements très très lourds à l'époque. J'ai toujours un traitement, mais beaucoup moins lourd. Et c'est vrai que je vais faire une dépression en sortant de l'hôpital. Rebelote, redépression. Ça dure 2-3 ans. Je vais essayer de retravailler comme téléopérateur. Mais ça va m'être trop compliqué à l'époque parce que j'ai des capacités de concentration à l'époque, en tout cas, qui étaient assez limitées, dues au traitement aussi, certains effets secondaires des traitements. Donc je vais réussir quand même à être embauché, mais au bout d'1 ou 2 mois, il voit très bien que j'arrive pas à suivre la cadence, quoi. C'est très clair. Et puis moi, quand on me dit que je suis licencié, ouais, c'est cool. Je suis content. Limite, je suis content d'être licencié au final parce que je vois bien que j'y arrive pas et que je suis dans une impasse. Et là, pour rebondir sur les familles, je me souviendrai toujours que je craignais ce moment-là parce que je devais appeler ma mère pour lui dire bah oui, j'ai été licencié, quoi. Et c'est jamais facile. D'un côté, j'étais soulagé, mais d'un autre côté, j'avais vraiment peur de décevoir mes parents, quoi. Et ma mère va avoir cette phrase incroyable qui va complètement me déculpabiliser. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit énervée, pas qu'elle me crie dessus, mais voilà, qu'elle soit déçue, en fait, tout simplement, et de sentir cette déception-là, ça m'aurait fait du mal. Et en fait, elle va me dire bah écoute, c'est pas grave, au moins t'as essayé, t'as rien à te reprocher. Et la prochaine fois, ça se passera mieux. Ça va être quelque chose d'important dans ma vie parce que j'ai toujours voulu essayer des choses. Quitte à des fois me planter, mais c'est pas grave. Au moins essayer. Mon leitmotiv et une des devises dans ma vie, c'est en fait qu'il faut toujours essayer des choses parce que j'ai pas envie de me réveiller à 95 ans en me disant t'aurais dû essayer ça. Donc je vais me dire, eh ben, c'est pas grave, et effectivement, tu pourras pas être téléopérateur, mais tu vas pouvoir faire d'autres choses plus tard. Donc je vais quand même avoir cette idée d'essayer de rester dans la vie active. Alors je vais être gardien d'immeuble, je vais avoir des petits boulots à mi-temps, dans un premier temps, et je vais essayer de passer le concours d'aide-soignant. Alors pareil, le concours d'aide-soignant, au début, quand j'en parle dans le corps médical, non mais une personne soignée qui veut devenir soignant, vous êtes gentil, quoi. Enfin, on me le disait pas comme ça, mais je voyais bien que les sourires en coin, on rigolait. C'était pas top. Mais moi, j'ai ma fierté et je voulais leur prouver que je pouvais le faire quand même. Et donc, en fait, je vais continuer à essayer d'apprendre. Je vais passer le concours, je vais l'avoir du premier coup. Donc, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Il faut savoir également que moi, j'avais fait la faculté de droit. C'est là que ma plus grosse crise s'est déclarée. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait la faculté de droit, ça m'a permis d'avoir des capacités de synthèse. En fait, des capacités organisationnelles importantes et qui vont beaucoup me servir pour mon concours d'aide-soignant. Et en fait, il faut aussi savoir que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je pourrais ne pas être aide-soignant aujourd'hui. Euh, En fait, quand on veut être aide-soignant, on demande à un médecin de certifier, entre guillemets, que vous n'êtes pas fou. Je caricature, mais en gros, un médecin doit vous faire un certificat médical comme quoi vous n'avez pas de problème psychique. Il faut quand même le savoir. Donc moi, j'ai eu un médecin très gentil qui connaissait mes problèmes et qui a accepté de me faire ce certificat-là, sachant qu'il savait les problèmes que j'avais eus par le passé, mais qui voyait bien que j'étais beaucoup mieux et qui m'a laissé cette chance-là, qui m'a laissé cette porte ouverte, en fait. Mais si le médecin avait dit non, je serais probablement même pas là devant vous aujourd'hui, c'est même sûr. Donc je le remercie beaucoup s'il nous regarde. Mais c'est vrai que ça a vraiment été un geste tout simplement d'humanité en fait. Et c'est vrai que ça manque souvent dans le soin à l'humanité. Encore aujourd'hui, malheureusement, malgré les progrès techniques, technologiques qu'on a, les avancées scientifiques également, il faut recentrer, de mon point de vue,
le soin sur l'humain. Parce que maintenant que je suis aussi aide-soignant, donc je fais des conférences, j'écris des livres aussi, je fais du slam, je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que souvent on oublie l'humain. Une personne ne vous reprochera jamais de vous être trompé si vous le faites avec humanité. On se trompe tous dans nos métiers. Il y aura toujours un jour sans où on va être moins bien. Ça, c'est humain, c'est normal. Et je le vois quand je travaille dans des unités psychiatriques. C'est les personnes soignées, en fait, elles ne demandent pas grand-chose. Elles demandent parfois juste une petite tape sur l'épaule, discuter, essayer de parler un petit peu, de les comprendre. Et c'est tout simplement ça, d'essayer d'être positif. Alors, c'est pas toujours facile, mais il faut essayer de l'être. Et c'est vrai que je me souviendrai toute ma vie d'un jour où j'étais dans le métro à Rennes, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai été, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai été donc aide-soignant dans l'unité où j'ai été interné. Et un jour, en fait, je croise une personne qui avait été dans l'hôpital au même moment que moi et qui m'a vu aussi comme aide-soignant après, mais qui m'a vu comme élève aide-soignant. J'étais pas encore diplômé à cette époque-là. Et il va me dire un truc qui va me faire sortir les larmes des yeux. Enfin, je sortais du travail, en fait. Et il va me dire, bah, tu sais, tu étais peut-être qu'élève aide-soignant, mais tu étais mon rayon de soleil. Et tu prends ça comme ça. Et en plus, c'était incroyable parce que ce jeune homme, il parlait de ses traitements dans le métro comme ça, tac. Et il en parlait très à l'aise. Et moi, j'étais élève aide-soignant à l'époque, mais j'étais pas aussi à l'aise que lui pour parler des traitements devant tout le monde comme ça. Alors moi, j'ai de l'Abilify, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et moi, j'étais là, je fais, mais il est super à l'aise. Mais j'étais content pour lui. Je me disais, mais comment il fait comment il fait pour être aussi à l'aise? Et je m'en suis inspiré quelque part parce que je me suis dit, mais il a raison, on s'en fout après tout. Pourquoi on devrait s'excuser de prendre un traitement? Pourquoi on devrait s'excuser d'être atteint de schizophrénie? Pourquoi on devrait baisser la tête tout le temps? Bah non. Et je trouvais que c'était vraiment courageux en fait. Je me souviens très bien d'un matin qui m'avait... Maintenant, je rigole, mais sur le moment, je rigolais pas trop. En fait, quand je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, donc ma mère avait une hantise, c'est que j'arrête de prendre mon traitement. Ça, c'était la hantise. Et j'avais l'impression, en fait, que j'étais un traitement déambulant, comme ça. Et le matin, la première chose qu'elle me disait, c'était pas « Bonjour Florent, comment ça ?» C'était « T'as pris ton traitement ?» Et moi, j'étais là « Bonjour maman, est-ce que tu vas bien ?» Et c'est vrai qu'au début, ça m'énervait ce traitement parce que ça me rappelait la maladie. Et j'étais à une époque où j'avais envie de l'oublier, la maladie, quoi, quelque part. Et donc, du coup, ça m'énervait. Et mon père va avoir une phrase incroyable. Il va me dire, il va dédramatiser la chose, tout simplement, pour que j'accepte l'idée de prendre le traitement. Il va me dire, bah, tu sais, c'est comme quelqu'un qui serait finalement diabétique. Il aurait 1 ou 2 ou 3 comprimés à prendre tous les jours pour aller mieux, tout simplement. Et c'est vrai que je vais rapidement accepter cette idée. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a aussi sur les traitements, il y a aussi des effets secondaires qui sont très importants, mais je vais apprendre à les juguler au fur et à mesure. Moi, j'avais beaucoup d'impatience. Par exemple, regarder un film de 3 heures, regarder le Seigneur des Anneaux ou des trucs comme ça, pour moi, c'était la catastrophe, quoi. Parce qu'au bout d'une heure et demie, ou même au bout d'une demi-heure, vous pouvez être sûr que je me levais et que je faisais des allers-retours. Maintenant, j'y arrive, mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de temps. J'avais également des crises de boulimie. J'avais des maux de tête, mais en faisant du sport, en m'accrochant encore, une fois, du coup, ça a permis de me stabiliser par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il faut aussi laisser une chance au traitement. Moi, je vois beaucoup de personnes soignées qui vont se dire, j'ai tel effet secondaire, j'arrête et puis je prends un autre traitement, et ils ne laissent pas la chance au traitement d'agir réellement. Parce qu'un traitement, souvent, ça agit au minimum, il faut déjà 2 semaines. Gros minimum pour que ça commence un tout petit peu à agir. Alors si tu changes de traitement tous les mois, voire toutes les 2 semaines, finalement c'est un peu comme si tu n'avais rien, quoi. Et donc du coup, il y a un gros problème par rapport à ça, c'est que, alors effectivement, il faut avoir un traitement adapté, je suis tout à fait d'accord, hein, je ne dis pas qu'il faut prendre un traitement coûte que coûte quand il y a trop d'effets secondaires et ce genre de choses, mais il faut avoir un traitement adapté, mais il faut aussi lui laisser une chance. Et donc pour rebondir sur la schizophrénie et sur les déclics moi que j'ai eus, il y a aussi eu la perception, vous en avez parlé également madame tout à l'heure, la perception de la maladie. L'autostigmatisation, moi je l'ai vraiment vécu de plein fouet, quoi. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, je ne vais pas m'autoriser à faire des choses, puisque moi la schizophrénie, comme le diagnostic qui m'avait été tombé dessus comme ça, vous êtes atteint de schizophrénie, monsieur Babiotte, je ne savais pas exactement ce que c'était, pour moi c'était ce que j'avais vu en fait dans les journaux, dans les faits divers, dans les séries. Donc j'étais débile mental, voire j'aurais pu être un tueur en série ou ce genre de choses. En tout cas, c'était ce que je pensais à cause des médias, en fait, de certains médias en tout cas. Et donc du coup, comment vous voulez vous mettre dans le mouvement, comment vous voulez vous mettre dans l'action, comment vous voulez avoir des pensées positives, des pensées qui peuvent vous entraîner vers l'action, si vous pensez que vous êtes incapable de faire des choses, en fait.
C'est tout simplement impossible. Et un jour, et je remercie beaucoup l'UNAFAM pour ça, ma mère faisait partie d'un groupement de parole de l'UNAFAM. Et un jour, ma mère va rentrer avec le grand sourire. Moi, j'étais dans ma chambre, je passais mes journées à dormir. C'était à l'époque où j'étais pas bien du tout, j'étais en dépression. Et ma mère revient avec le sourire. Bah tiens, regarde, Florent, j'ai quelque chose pour toi. Alors je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle va encore me proposer un nouveau traitement miraculeux ou je sais pas. Et en fait, elle avait une feuille. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille? Et puis elle faisait tout un mystère sur cette feuille. Attends, je te la montrerai plus tard. Attends. Et moi, je suis d'un naturel impatient. Donc du coup, je la suivais un peu à la trace, hein, pour savoir un peu ce que c'était cette fameuse feuille. Et sur cette feuille, bah, en fait, il y avait un listing avec des personnages célèbres qui ont marqué différentes époques. Donc il y avait Einstein qui a été atteint de bouffée délirante, dont le fils était atteint de schizophrénie. Il y a un très beau livre d'ailleurs là-dessus. Il y avait également John Fornage pour sa célèbre théorie des jeux en 1994, qui a eu le prix Nobel d'économie. Et puis d'autres qui n'étaient pas forcément atteints de schizophrénie, mais au moins qui a vu des maladies psychiques, Nietzsche, etc. Enfin beaucoup d'autres. Exactement. Il y a eu beaucoup d'écrivains, de philosophes qui ont eu des problèmes de maladies psychiques, schizophrénie, bipolarité, dépression. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais attends, ils ont changé le monde alors qu'ils avaient cette maladie. Bon, tu peux peut-être pas changer le monde, mais tu peux au moins changer ton monde à toi. Ça a été un déclic incroyable parce que je me suis dit, ça veut dire qu'en fait, on peut être intelligent et avoir cette maladie. Et moi, en fait, pour moi, c'était impossible, c'était antinomique, c'était contradictoire, c'était pas possible. J'avais cette maladie, donc je pouvais pas être intelligent. Donc si on pense qu'on est bête, bah, du coup, on va pas s'octroyer le droit de faire des choses, en fait. Et dès le lendemain, j'ai commencé comme un claquement de doigts, en fait, au final. Parce que du coup, je me suis autorisé à penser. Je me suis dit, bah tiens, ton rêve, c'était quoi? Ça a été pendant longtemps, j'ai rêvé d'écrire un livre. Parce que j'écrivais des textes, des poèmes, puis j'avais écrit un texte qui s'appelait Obscure Clarté, et je voulais absolument écrire un livre à partir de ce texte et de mon histoire. Bah, dès le lendemain, j'ai commencé à l'écrire, en fait. Alors ça a pris beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, j'avais encore des capacités de concentration limitées, mais j'ai pas lâché, c'est-à-dire que j'écrivais 20 minutes par-ci, 20 minutes par là, et puis si j'étais trop fatigué un jour, je remettais au lendemain, mais le lendemain, je le faisais. J'ai fait comme avec le sport, c'est-à-dire la technique des petits pas, c'est-à-dire y aller crescendo, progressivement, en fait. Et en me fixant un objectif peut-être élevé, parce que quand j'en ai parlé dans mon entourage, non mais ça va intéresser sur ça va intéresser qui? Un livre sur la schizophrénie. Qui sait que ça va intéresser? En plus, toi, est-ce que tu as déjà fait des livres avant? Non. Tu sais qu'il y a une chance sur je sais pas combien que tu sois pris par un éditeur. Donc forcément, si j'avais écouté l'entourage, en tout cas pas mes parents, mais certains amis, en tout cas, bah, j'aurais jamais fait, en fait. Je l'aurais jamais. Si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est faut s'écouter soi d'abord. On va pas voir le temps. On va voir le temps beaucoup moins passer. Par exemple, moi, quand j'avais mes impatiences, vous me mettiez sur un bureau à écrire, je pouvais, au bout d'un moment, quand j'ai vaincu mes problèmes de concentration, bah, je pouvais rester des heures, alors qu'au début, c'était très compliqué de regarder un film. Mais par contre, quand j'étais dans ma passion, je voyais plus le temps passer. C'était complètement différent, comme quand je faisais du sport, et j'en fais toujours. Et c'est vrai que c'est souvent, quand on est atteint d'une maladie psychique, on va s'oublier. Donc on va pas s'autoriser à faire du sport, de la musique, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle chose qui nous passionne. Et c'est vraiment, moi je crois beaucoup en l'art-thérapie, ça m'a sauvé, ça m'a vraiment beaucoup aidé, parce que moi j'arrivais pas à me livrer au psychiatre. Moi arriver face à un psychiatre, quand on me demandait comment ça va, bah oui ça va. C'était impossible de me livrer en fait, en tout cas à l'époque. Hein. Maintenant, si j'avais un problème, j'hésiterais pas. Mais à l'époque, c'était très difficile, quoi. On me posait des questions, moi je répondais juste oui, j'avais mon renouvellement de traitement et puis je repartais au final. Ma psychothérapie, moi, je l'ai fait en écrivant. Et j'ai aussi voulu écrire un deuxième livre qui s'appelle J'ai tendu la main, qui est une belle histoire d'amour, qui n'a rien à voir avec la schizophrénie. Et justement, c'est fait exprès pour montrer que je suis avant tout un être humain. Et pas juste une maladie déambulante, en fait. Et pour moi, c'était vraiment très important, parce que comme le premier livre avait bien marché, mon éditeur voulait que je fasse une suite tout de suite. Et moi, je voulais pas ne parler que de ça. Je voulais montrer qu'il pouvait faire d'autres choses. C'est aussi pour ça que je fais du slam, que j'ai écrit ce deuxième livre qui est une belle histoire d'amour, qui est une ode à l'amour, tout simplement. Et pour moi, c'est vraiment très important de montrer qu'on est alors certes, on a cette maladie-là, mais on est des êtres humains avec toutes les dimensions que cela incorpore, spirituelles, humaines. Et c'est vrai que c'est très important de prendre ça en compte.
Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la programmation neurolinguistique que je pratique encore aujourd'hui, la PNL. Moi, je me suis beaucoup documenté sur les livres pour ceux qui connaissent, d'Anthony Robbins, qui est un très grand coach en développement personnel, une référence dans ce domaine-là. Je regarde beaucoup aussi tout ce qui est les conseils d'Idriss Aberkan, pour ceux qui connaissent, un conférencier. Et c'est vrai que moi, le développement personnel va beaucoup m'aider par rapport à la schizophrénie. Je trouve qu'on a un vrai retard en France par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on parle de développement personnel dans des unités psychiatriques pour aider les personnes atteintes de schizophrénie, souvent on me regarde. Bon, il est en crise, lui, c'est clair, quoi. Il est en crise aujourd'hui, il y a un truc, quoi. J'exagère. Mais c'est vrai que je vois bien qu'en fait, le développement personnel est réservé, entre guillemets, aux gens normaux. Je trouve ça vraiment dommageable, parce que à partir du moment... On peut pas, en fait, dissocier l'esprit du corps. Et les deux sont très importants, les deux sont liés, les deux interagissent en permanence. Et moi, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, où je me suis occupé de moi, et bah, du coup, ça a été beaucoup mieux. Parce que j'ai pris conscience de ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire beaucoup d'efforts. Je dis pas qu'il faut pas être patient. Il faut être très patient avec cette maladie. Parce que ça se compte en années. Des fois, c'est des dizaines d'années avant d'aller mieux. Mais il y a de l'espoir. Il y a vraiment beaucoup d'espoir. Parce que moi, je vois, mes premières crises, c'était à 13 ans. J'ai été diagnostiqué à 24 ans. Donc pendant plus de 10 ans, j'étais pas diagnostiqué. Je me dis, pour un mec qui a caché sa maladie pendant 10 ans, qui n'a pas été diagnostiqué pendant 10 ans, je m'en sors pas trop mal quand même. Donc je me dis, quelqu'un qui est diagnostiqué au bout d'1 an, au bout de 2 ans, plus rapidement, il peut peut-être s'en sortir plus vite. Et moi, ce que je me dis, c'est avant tout, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment replacer le sens humain dans le soin. Et je le vois encore, mais des fois c'est assez choquant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai bossé dans une autre structure parce qu'ils avaient des besoins. Et du coup, il y avait une infirmière intérimaire qui est arrivée. Et bon, elle ne savait pas du tout mon parcours, que j'étais atteint de schizophrénie, tout ça. Les autres collègues le savaient. Et puis, pendant une pause, en fait, on avait une pause de 20 minutes, et elle commence à parler qu'elle avait été dans un hôpital psychiatrique avant, et elle disait des choses sur les personnes atteintes de schizophrénie. Je peux vous assurer que c'était pas top, parce qu'elle, en fait, de son point de vue, de toute façon, bah, ils allaient rester à l'hôpital toute leur vie, ils pouvaient pas, c'était impossible qu'ils travaillent, et tout ça, et moi j'étais là, et j'ai rien dit. Je l'ai laissé parler, et parce que je me suis dit, de toute façon, elle va le savoir, parce que les autres collègues vont lui dire à un moment ou à un autre, et j'avais pas envie de me justifier, en fait. Franchement, c'était pas mon truc. J'allais dire, c'était pas mon délire, mais si je dis ça, vous allez... Bon, ok, je sors. Et donc, du coup, ce qui a été très bien, c'est que quelques semaines après, elle est revenue dans l'établissement, et on a refait une pause ensemble. Et en fait, elle s'est excusée, parce que du coup, elle a été au courant de mon parcours, de ce que j'avais eu, de ce qui s'était passé. Et donc, du coup, elle s'est excusée en disant que, bah, effectivement, la vision qu'elle avait, c'était la vision qu'elle avait eue lors de sa formation. Et oui, et pour rebondir là-dessus, moi, quand j'ai fait la formation aide-soignante, j'ai été très choqué de la vision des maladies psychiatriques. D'ailleurs, c'est le seul cours on avait un cours de 2 heures sur les maladies psychiatriques, en fait. C'est le seul cours que j'ai pas fini. Je suis parti au bout d'une heure, je pouvais plus. Il y avait tellement de stéréotypes, de clichés. Et je me suis dit, mais c'est avec ça, en fait, qu'on prépare les futurs soignants. Et je me suis dit, mais quel dommage, quel dommage. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment dans les IFSI, les IFAS, les instituts de soins infirmiers et les instituts de soins pour les aides-soignants. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour justement sensibiliser. Moi, j'en veux pas du tout aux gens qui peuvent être dans le jugement parce qu'ils ne connaissent pas la maladie. J'aurais pu être dans ce même état d'esprit si je n'avais pas connu, si j'étais pas passé par là. Mais il faut les éduquer, voire les rééduquer, en fait. Et ça, c'est vraiment très important, quoi. Donc je vais terminer ma conférence en vous disant que la lumière n'est jamais loin et l'espoir, c'est d'y croire. L'espoir, c'est d'y croire. Merci beaucoup, monsieur Babillotte.